Bonjour, nous sommes les secondes 9 du lycée Vauban d'Aire-sur-la-Lys. Dans ce podcast, nous nous sommes interrogés sur les liens entre les métiers scientifiques et les valeurs que l'on peut défendre en les exerçant, en particulier la valeur d'égalité filles-garçons. Tout de suite, on se retrouve sur le terrain. Si je te dis scientifique, comment te représentes-tu cette personne? Avec une blouse. Un homme. Un homme avec des lunettes, Ouais, plutôt vieux, ouais, avec des longs cheveux. ok. Un mec avec un gros cerveau. Quelqu'un d'intelligent, avec une blouse et tout ça, ouais. Un scientifique, moi c'est la tête d'Einstein qui me vient tout de suite, en tête avec ses cheveux flous. Et Ouais, voilà, c'est ça qui me vient en premier. Moi aussi un peu. Au lycée, quand on pense aux métiers scientifiques ou à la recherche, on imagine souvent des hommes, des blouses blanches, des équations compliquées. Mais est-ce que ces images correspondent vraiment à la réalité? Lorsque l'on pose la question aux élèves, selon toi, au lycée, y a-t-il plus de filles ou de garçons qui prennent les spé scientifiques? Sur 8 personnes interrogées, 5 pensent que ce sont les garçons qui se dirigent le plus vers les spé scientifiques. En effet, au lycée Vauban, les filles sont en minorité en physique-chimie, en maths expert et surtout en NSI, avec 12% seulement. Elles sont par contre majoritaires en SVT et en maths complémentaires. L'orientation se choisit dès le lycée et on comprend l'impact que cela va avoir sur la part des femmes dans les métiers scientifiques. Dans ce podcast, nous allons nous interroger sur le lien entre les métiers scientifiques et les valeurs que l'on peut défendre en les exerçant, en particulier la valeur d'égalité filles-garçons. Alors, c'est quoi exactement un métier scientifique? Bonne question. Un métier scientifique, c'est un métier où on cherche à comprendre le monde. Ça passe par l'observation, l'expérimentation, l'analyse de données. Bref, on teste, on vérifie, on se pose des questions et surtout, on ne se contente pas de réponses toutes faites. Ah oui, un peu comme des enquêteurs du réel. Exactement. Et contrairement à ce qu'on imagine, les scientifiques ne travaillent pas seuls dans leur coin. Ils collaborent, échangent, participent à des projets et souvent même voyagent pour leurs recherches. Plutôt sympa, non? Franchement, oui. Et il faut forcément faire de longues études pour faire ça. Pas toujours, mais il faut quand même des solides bases en sciences, maths, biologie, physique, et surtout, il faut savoir suivre une démarche scientifique. En gros, observer, faire des hypothèses, tester et tirer des conclusions. Et côté qualité, il faut être comment? Curieux avant tout, mais aussi rigoureux et avoir un esprit critique. Ça veut dire savoir remettre en question ce qu'on pense et ce qu'on observe. Et il y a beaucoup de métiers différents? Énormément. On peut être médecin, ingénieur, technicien de laboratoire, biologiste, chercheur, ou technicien de maintenance, dans l'aéronautique par exemple. Ça donne envie quand même. Oui, mais la parité n'est pas respectée partout. En santé et sciences de la vie, la part des femmes est à plus de 60%. Par contre, dans les sciences fondamentales, même si on note une légère progression depuis 10 ans, on reste autour des 30% de femmes seulement. Ces chiffres nous interpellent. Il y a du progrès à faire. Nous avons alors décidé de rencontrer des hommes et des femmes qui exercent des métiers ou étudient dans les sciences et la recherche, et dans des filières où les femmes sont plutôt sous-représentées. Nous avons interviewé 3 invités qui travaillent ou étudient dans les sciences fondamentales. Lison Delemarle, étudiante en 2e année d'ingénieur à l'ESTP, une école de bâtiments de travaux publics située à Cachan. Hélène Touzé et Antoine Nollet du laboratoire Cristal à Lille, spécialisés en bioinformatique. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter votre environnement de travail? Donc je m'appelle Hélène Touzet, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille à Cristal, qui est le laboratoire d'informatique et de signal de Lille. Quelques mots sur mes études peut-être. Donc j'ai fait des études de mathématiques et après j'ai fait une thèse en informatique et maintenant je fais mes recherches en bioinformatique, qui est un domaine de recherche qui combine à la fois les mathématiques, l'informatique et la biologie. Moi, c'est Antoine Nollet. Je viens d'avoir 26 ans. Voilà. Je suis doctorant en interaction humain-machine. Je suis doctorant en contrat doctoral à l'Université de Lille. Donc, quand on est doctorant, on est attaché à une école doctorale, hein. Et je suis dans une équipe qui s'appelle Loki, toujours à Cristal.
mais qui est dans l'Institut INRIA, parce que du coup, on est dispatché dans plusieurs bâtiments. Et actuellement, vu que pour ma thèse, je suis co-encadré par Carla Grigio qui vient du Danemark, là, actuellement, je suis en train de la visiter à Copenhague, la capitale, à l'université d'Aalborg. Et les études, j'ai fait mes études à Lille, licence, master informatique. J'ai fait 1 an à l'ENS de Rennes. Je suis revenu pour une thèse dans Lille, ma ville. Donc, je m'appelle Lison Delemarle, j'ai effectué un bac général, donc avec les spécialités maths, physique et SVT. Et après, j'ai abandonné la SVT et j'ai fait maths expert en plus. Après, sur Parcoursup, j'avais mis que des prépas scientifiques. Donc, je suis allée en prépa MPSI à Henri-Wallon, à Valenciennes. Puis, j'ai fait PSI en deuxième année et j'ai fait les concours d'école d'ingénieur. Donc, je suis entrée à l'ESTP, donc il y a 2 ans. Donc là, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur, donc dans le cycle ingénieur à l'ESTP. Donc, l'ESTP, c'est une école de bâtiment et de travaux publics. Voilà. Et mon environnement de travail, là, je suis principalement encore sur l'école. Donc, j'ai des cours théoriques, des TP sur du béton, sur de la géotechnique, sur des choses comme ça. Pouvez-vous nous raconter une journée type? Moi, je peux commencer de nouveau. C'est une question qui est difficile pour moi parce que j'ai pas de journée type. C'est très différent. Tous les jours sont très différents. Il y a beaucoup d'activités. Donc des fois, déjà, je suis à mon laboratoire, mais je suis aussi souvent en déplacement pour rencontrer d'autres chercheurs. Donc je vais dans d'autres laboratoires. En termes de journée type, je peux avoir des activités scientifiques où je vais lire des articles, je vais essayer de comprendre des résultats. Je peux aussi programmer des logiciels, ça me prend du temps. Je peux aussi faire des réunions avec d'autres chercheurs ou des réunions pour faire fonctionner mon équipe, pour aider au fonctionnement du labo. Dans mon activité, je travaille avec plusieurs étudiants de thèse que j'encadre, donc pas Antoine, vu que c'est sur un autre domaine, mais des gens qui ont à peu près le même profil qu'Antoine. Je donne aussi des enseignements, je donne des cours d'informatique à l'université. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de journée type. Tous les matins, je regarde mon agenda parce que si je fais pas ça, je vais pas au bon endroit, je vais pas aux bonnes réunions. Donc c'est très très varié. Antoine, vous êtes actuellement au Danemark. Pensez-vous que les métiers scientifiques sont des métiers dans lesquels on peut beaucoup voyager? On peut, même on doit, c'est évidemment, oui. Là, c'est un grand oui. Là, moi, c'est une situation particulière, mais de base, le métier veut que quand on a travaillé assez longtemps, on va en faire un papier qu'on va soumettre à une conférence pour apporter de la connaissance aux autres. J'ai fait mon projet dans mon coin, maintenant je vais le communiquer aux autres. Et le communiquer, c'est résumer ce qu'on a fait dans un papier, et c'est aussi le défendre devant d'autres personnes, leur dire, ok, je vais venir voir d'autres personnes, le présenter. Donc en fait, déjà de base, le métier veut qu'on voyage dans divers pays selon là où se passent les conférences. Pouvez-vous nous citer 3 femmes scientifiques célèbres? Marie Curie. Marie Curie. La fille de Marie Curie. Et la petite fille de Marie Curie. Marie Curie. Ouais. Qui encore? Marie Curie. Marie Curie. Celle qui est partie dans l'espace, du coup, la française. Sophie Arnaud. Voilà. La femme de Lavoisier. Ok, je vois, j'ai plus son nom, mais je vois. Comment réagissez-vous à ce micro-trottoir? Comment réagir à ça? Comment je réagis? C'est que j'ai envie de faire en sorte que ce soit plus le cas, que ce soit aussi facile de citer des hommes que des femmes. Évidemment, il y a beaucoup de travail encore à faire, beaucoup de préjugés, parce que je disais en effet, c'est un biais qu'on dit les femmes, elles peuvent avoir des difficultés à se lancer en sciences parce qu'elles se disent je serai jamais aussi bonne parce que je suis pas Marie Curie. Sauf qu'en fait, ça sert à rien de se comparer. Les hommes, ils vont pas aller se comparer, ça va pas les empêcher de faire ce qu'ils doivent faire. Mais ma réaction, c'est que y a du travail de médiation à faire là-dessus. Moi, je pourrais ajouter que je pense qu'il y a 2 raisons. La première raison, c'est que au 19e siècle et même au début du 20e siècle, suivant les pays, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'université. Donc, elles ne pouvaient pas faire d'études scientifiques. Donc déjà, forcément, il y avait un vivier de femmes chercheuses, de femmes scientifiques qui était beaucoup plus restreint. Et également, il apparaît que beaucoup de femmes qui ont eu des contributions majeures en biologie ou en mathématiques
ont été un petit peu oubliées par l'histoire, c'est-à-dire que c'est plutôt les collaborateurs avec lesquels elles travaillaient qui sont passés à la postérité, ou alors leurs travaux ont été un peu sous-estimés. Et c'est vrai que du coup, quand on est au lycée, tous les théorèmes qu'on apprend en mathématiques, c'est des noms d'hommes, en physique aussi, voilà. Et du coup, comme disait Antoine, ça crée un cercle vicieux parce que quand on démarre des études scientifiques, on n'a pas d'image de femme, à part Marie Curie, mais qui est très impressionnante. Et puis Marie Curie, c'est juste la physique, il n'y a pas les autres domaines des sciences. Donc, comme il y a peu d'images de femmes, les jeunes filles, de manière inconsciente, se sentent moins intéressées peut-être parfois par la discipline. Donc c'est un cercle vicieux. Mais il y avait des grandes mathématiciennes comme Sophie Germain, Emma Noether, tout ça, qui ont vraiment fait des très belles choses. Mais on découvre leurs travaux un peu plus loin quand on est à l'université. Au niveau du collège et du lycée, on n'a que des noms d'hommes en face de nous. Et toi, Lison, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve pas ça très étonnant parce que c'est un peu la femme la plus connue de l'époque. Puis à l'époque, enfin, les femmes faisaient pas vraiment permis aussi aux femmes de forcément faire des études ou des choses comme ça, donc elles n'ont pas eu le moyen forcément de s'exprimer. Enfin, on disait tout le temps que les sciences c'était plus pour les hommes et que ça devait être les hommes qui devaient faire ça, donc c'est pas forcément très étonnant. Toujours été plus connue à l'époque, plus en littérature avec Simone de Beauvoir ou des choses comme ça. Et puis même à l'école, enfin, on parle pas beaucoup de femmes scientifiques autres que Marie Curie. Donc je trouve pas ça hyper étonnant que pas beaucoup de gens connaissent d'autres femmes scientifiques. Avez-vous le sentiment d'avoir été encouragé par vos proches, professeurs et accompagnants à suivre cette voie? Déjà quand j'étais au lycée, j'avais fait un bac, c'était un bac maths physique, et c'est vrai que les profs que j'ai eu en première et terminale étaient pas tellement dans le support, voilà, vis-à-vis des filles de la classe. On avait parfois des réactions du style, les filles, elles ont pas vraiment l'esprit scientifique, des choses comme ça. Et dans mon entourage, alors c'était pas méchant, mais quand j'étais, par exemple, quand je faisais ma licence de mathématiques, et on me demandait ce que je faisais comme étude, je suis en licence de mathématiques, et on me disait, c'est original. C'est un peu ce qu'on me disait, c'est original pour une fille. Et on me disait aussi, oui, tu pourrais être professeur de mathématiques, c'est bien être professeur pour une femme. Et jamais ils pensaient que je pouvais être ingénieur ou construire des ponts, c'était toujours, voilà. Il y a eu quelques profs qui m'ont donné confiance pour aller faire des études de mathématiques, alors que dans mon milieu familial, c'était pas quelque chose qui avait été anticipé. Et dans mon milieu familial, le fait que je fasse ces études, ça n'a pas été très bien perçu. Je trouve que oui, parce que durant, du coup, au lycée, quand j'étais en maths expert, je savais pas trop quoi faire après le bac. Et justement, mes professeurs m'ont encouragé à faire une prépa plutôt scientifique, même si c'est quand même connu que les prépas scientifiques, ce soit plus enfin, qu'il y ait plus d'hommes dans les prépas scientifiques. Enfin, on était dans une classe de 40, on était 8 filles, je pense, en MPSI, donc c'est pas beaucoup. C'est pas pour autant qu'ils m'ont plutôt justement encouragé à en faire parce que justement il n'y avait pas beaucoup de filles et que ça serait bien que les filles fassent des prépas scientifiques, enfin se mettent aussi à la science. Et après, par mes proches, en général, c'était plutôt que je fasse ce qui est mieux pour moi et ce que j'aime bien. Donc j'étais plutôt encouragée, je trouve, à faire des sciences. Comment pourriez-vous expliquer que les métiers scientifiques, qui ne requièrent pas ou peu d'efforts physiques, qui ne sont pas dangereux et qui ont la possibilité d'être faits à distance, soient genrés masculins, tandis que des métiers difficiles, physiques et avec des horaires qui peuvent changer comme le métier d'infirmier sont plutôt genrés féminins? Moi, je pense que ça repose toujours sur les stéréotypes de genre, c'est-à-dire que ce qui est associé aux soins, au bien-être, le fait de prendre soin des autres, c'est associé un peu à une image féminine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmières. Et concernant l'informatique en particulier, quand on adopte un peu une vision historique, on voit qu'au début de l'informatique, c'était notamment en France, c'était des métiers qui étaient très féminins parce que c'était un peu assimilé un peu à du secrétariat. On manipulait des fiches, on tapait des choses.
Et c'est quand l'informatique s'est développée au niveau économique et que c'est devenu des métiers qui sont très rémunérateurs, qu'il y a une concurrence plus importante des hommes et que peu à peu les métiers sont devenus plus masculins. D'après nos recherches, les femmes occupent 24% des emplois dans la tech et 22% des postes de direction. Dans le BTP, elles occupent 13% des emplois. Comment réagissez-vous à ces chiffres ? Alors, on peut dire que c'est dommage un peu pour tout le monde. C'est dommage pour ces collectifs parce qu'on a dit que plus on avait un recrutement diversifié et plus on avait des équipes qui fonctionnaient bien, qui étaient riches. Et puis, c'est dommage pour les femmes parce qu'elles se privent de débouchés professionnels qui sont intéressants et rémunérateurs. Toi, Lison, qui va travailler dans le BTP, quel est ton avis? Bah, je trouve que ça se voit vraiment et ça se ressent quand même un peu parce que j'ai fait mon stage ouvrier et il n'y avait pas beaucoup de femmes. Enfin, au niveau des ouvriers, il n'y avait pas de femmes déjà. Et en conducteur de travaux, j'ai rencontré une femme, mais sinon, sur tous les conducteurs de travaux qui devaient être une vingtaine, c'est pas beaucoup quand même dans le bâtiment. Et je trouve ça quand même dommage parce que les ingénieurs du bâtiment, ils construisent quand même des villes pour demain, pour l'avenir, et que la moitié de la population, du coup, participe pas à trouver des idées pour améliorer les villes. Enfin, je trouve ça un peu embêtant. Et il manque une certaine perspective aussi du côté féminin, parce qu'on n'a pas la même vision que les hommes et on a souvent des idées différentes. Donc je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans le bâtiment. Hélène, vous êtes référente parité au sein de votre entreprise. Quelles ont été vos motivations pour exercer cette fonction? Quelles sont les actions que vous menez en faveur de la parité? Donc moi, je suis dans mon laboratoire Cristal. C'est un gros laboratoire, il y a à peu près 500 personnes. Et il y a, ça dépend, entre 15 et 20% de femmes. Donc il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Et bon, c'est vrai que une réflexion collective aboutit au fait que ce serait bien d'avoir plusieurs personnes enfin une référente parité. Mais moi, je travaille avec d'autres collègues, femmes et hommes, sur le sujet. Et on a, je dirais, deux grands types d'actions. Les premières actions, c'est pour que les questions de genre les questions de genre soient mieux abordées au niveau du laboratoire. Donc ça veut dire qu'on organise des sessions de sensibilisation pour tous les collègues, justement pour déjouer les stéréotypes, ce qu'on appelle les stéréotypes de genre vis-à-vis des sciences. On a également des formations de sensibilisation vis-à-vis des problèmes de harcèlement sexuel ou de discrimination, des choses comme ça. On accompagne les femmes qui peuvent être parfois en difficulté dans leur carrière. Donc on a toutes ces actions au sein du laboratoire. Et à l'extérieur, on travaille avec pas mal d'établissements pour justement inviter les jeunes filles à venir faire des sciences à Cristal. Donc pour ça, on accueille des groupes d'élèves E, de troisième pour des stages de troisième d'une semaine. Donc c'est des groupes de 12 jeunes filles où elles découvrent l'informatique. On accueille également des stages de seconde de manière non mixte. Et on a mis en place il y a 2 ans un club de codeuses. C'est tous les mercredis après-midi pour les jeunes filles de la 5e à la seconde qui viennent au labo et qui travaillent avec des étudiantes pour découvrir la recherche en informatique, pour apprendre à coder, on code en Python, mais également pour découvrir la robotique, la cybersécurité, etc. Et on fait des interventions dans les collèges et lycées qui nous invitent à le faire. D'après vous, quelles actions pourraient être menées dans le parcours éducatif des enfants pour faire changer les choses? Quel est le rôle de l'école? Quel est le rôle des familles? Beaucoup de choses qui se passent au niveau familial, parce qu'on l'a déjà un peu dit, on reproduit des schémas. Souvent, les mères de famille, elles ont pu ne pas aimer faire des sciences. Et quand elles vont avoir une petite fille, elles vont pas être à l'aise avec elle pour parler de sciences. Elles vont peut-être pas l'amener voir les mêmes films. Elles vont peut-être pas aller dans les mêmes musées. Voilà, avec une fille, on va voir un musée avec des sculptures et de la peinture. Avec un garçon, on va plutôt au muséum d'histoire naturelle. Donc peut-être que faire des ateliers pour les parents qui le souhaitent, pour leur expliquer comment être un parent qui ne reproduit pas toujours les mêmes schémas, ça pourrait être intéressant. Le rôle de l'école, c'est continuer à offrir des opportunités. Parce qu'on a en effet le manque de modèles féminins, ça peut être un souci, hein, parce qu'à l'inverse,
Moi, en tant que homme doctorant, je me rends compte que oui, j'ai eu des modèles masculins qui m'ont aidé. Et, et en fait, j'aurais pu avoir la situation inverse dans un monde alterné. Et est-ce que du coup, j'aurais eu le courage de continuer en informatique si j'avais pas eu de modèle, si j'avais été laissé tout seul et compagnie, si j'avais été trop timide, que la société m'aurait pas encouragé? Je pense que la société, l'éducation et compagnie devraient encourager n'importe qui à suivre la voie qu'il voudrait. C'est vrai que je pense que beaucoup d'enseignants sont de bonne volonté, mais ont tendance un peu à sous-estimer le fait qu'ils reproduisent eux-mêmes des biais. Euh, et alors, je ne sais pas quelles sont les formations qui sont proposées aux enseignants au niveau du secondaire, mais une sensibilisation, ça fait jamais de mal. Et pour toi, Lison, que pourrait-on changer à l'école ou dans les familles pour faire changer les choses? Je pense que déjà au niveau de l'école, on pourrait amener des étudiants et des professionnels, des femmes plutôt, pour montrer, des métiers qu'on ne connaît pas forcément et que les filles connaissent pas forcément à l'époque du collège et lycée. Parce que moi, ça m'aurait peut-être plus aidé à trouver, enfin, au final, j'ai trouvé ma voie, mais je pensais pas que enfin, c'était pas très connu qu'une ingénieure en bâtiment soit une femme, donc ça m'aurait plus aidé. Et aussi, enfin, ça permet de découvrir des métiers, et nous, à chaque fois, par exemple, nous, à l'école, on a des interventions avec, Vinci, Bouygues ou des choses comme ça et ils essayent toujours de faire venir, 50 de femmes et 50 d'hommes pour montrer quand même qu'il y a quand même une diversité, au sein des entreprises et qu'ils essayent de faire leur maximum pour quand même, augmenter le nombre de femmes dans leur, entreprise et c'est quand même un de leurs objectifs, majeurs, dans le futur, je pense. Et après au niveau des familles, je pense le fait sur les jouets peut-être pour les petits, parce qu'on offre beaucoup tout le temps des Lego ou des choses pour construire manuellement avec, pour les garçons, alors qu'on n'en offre pas forcément pour les filles, même s'il y a quand même un peu les Playmobil. Enfin moi je sais que je jouais pas mal au Playmobil quand j'étais petite et peut-être pour ça que je veux faire du bâtiment, je sais pas. Mais je trouve, ouais peut-être les Lego, trouver des jeux pour les filles, autres, différents, que ce qu'il y a actuellement. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune fille qui s'engage dans des études scientifiques, que lui diriez-vous? Moi, je pense qu'il faut envisager des études de sciences. C'est pratiquement la garantie d'avoir un emploi intéressant derrière. Donc, il faut y aller. On dit une femme avertie en vaut deux, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que peut-être à certains moments de vos études, vous allez vous retrouver dans des groupes où il y a plus de garçons que de filles, mais ne pas vous laisser impressionner par le niveau des autres. Je pense que vous avez les filles, vous avez tendance à penser que les garçons sont plus forts que vous, mais en fait, c'est juste une illusion d'optique. Ce que je souhaiterais à n'importe qui, c'est de suivre ses rêves. Je lui dirais de faire ce qu'elle aime et que c'est un milieu où oui, il y a forcément, beaucoup d'hommes, mais c'est pas une raison de se faire marcher dessus par des remarques ou, se sentir rabaissé parce qu'on fait un métier qui est pas forcément, dans les normes, universelles où, les femmes, c'est plus, infirmière et les hommes, c'est plus, bâtiment. Après tout ce qu'on a entendu dans ce podcast, je trouve qu'on voit mieux les solutions pour lutter contre les stéréotypes. Oui, c'est vrai que du côté des entreprises, avoir un référent parité comme Hélène au laboratoire Cristal, qui organise des actions concrètes, ça devrait être une généralité. Ben oui, comme sensibiliser les équipes en interne, mais aussi aller à l'extérieur. Intervenir dans les collèges et lycées, proposer des stages ou encore créer des clubs de code, d'astronomie, de robotique, ou même un club où l'on pourrait résoudre des enquêtes à la façon de la police scientifique. Ah oui, et on pourrait pousser les filles à s'y inscrire. C'est vrai que ça pourrait permettre de rendre les métiers scientifiques plus accessibles et plus concrets pour nous. Et l'école a aussi un rôle essentiel. Nos invités en ont parlé. Il faudrait montrer davantage de modèles féminins dans toutes les matières. Dernière question. Peux-tu citer 3 femmes scientifiques célèbres, s'il te plaît? Du coup, j'avais dit déjà Marie Curie. Après, là, on a vu dans le chapitre d'allemand, on avait vu Lise Meitner. Et troisième, j'en ai pas en tête tout de suite. Tu l'as pas? Non. C'est pas grave. Et Jérémy le dit bien, toutes les matières ont leur rôle à jouer pour présenter des femmes inspirantes, et pas seulement les matières scientifiques. Oui.
En plus de cette façon, l'école permet de lutter contre l'effet Mathilde. Tu sais que Lise Meitner en a été victime? Ses travaux sur la fission nucléaire ont été oubliés par le comité d'attribution du prix Nobel au profit de son collègue masculin Otto Hahn en 1944. Il y a aussi la question des enseignants. Comme Hélène l'a dit, il est important de les sensibiliser au bien conscient. Parce que, sans le vouloir, on peut encourager différemment les élèves selon leur genre et ça peut influencer les choix d'orientation. Et justement, encourager les filles à aller vers les filières scientifiques, c'est essentiel. Il faut leur montrer que ces parcours sont faits pour elles aussi. Et puis, il y a le rôle des familles qui a été évoqué également. Oui, éviter de reproduire certains schémas. Par exemple, ne pas associer automatiquement certaines activités ou centres d'intérêt à un genre. Pourquoi proposer un musée d'art aux filles et un atelier de robotique aux garçons? On peut faire les deux tous ensemble. Oui, bien sûr, et même si personne ne fait des sciences dans ma famille, ça ne m'empêche pas de me lancer dans cette filière. Finalement, ce qu'on retient, c'est que tout le monde a un rôle à jouer. Les entreprises, l'école, les familles. Et nous aussi, en tant que jeunes, en osant suivre nos envies. Tout au long de ce podcast, nous avons entendu des idées, des doutes et parfois des stéréotypes sur la place des filles et des garçons dans les sciences. À travers les témoignages que nous avons recueillis, nous avons compris que les métiers scientifiques ne sont pas réservés à un genre, mais à des personnes passionnées, curieuses et engagées. Choisir un métier lié aux sciences et à la recherche n'est pas seulement faire des études ou exercer un métier. C'est aussi porter des valeurs comme celle de l'égalité filles-garçons. Les parcours que nous avons découverts montrent que chacun et chacune peut trouver sa place, à condition d'oser, d'être soutenu et de croire en ses capacités. Les familles, l'école et les entreprises ont un rôle à jouer pour faire évoluer les choses. Alors, au moment de penser à votre orientation, posez-vous cette question. Quelles valeurs ai-je envie de défendre à travers mon futur métier? Merci de nous avoir écoutés.